Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver dans Décryptage 360, votre rendez-vous d'analyse de l'actualité nationale et internationale. Ce soir, nous allons revenir donc sur les grands sujets qui font l'actualité avec un regard d'analyse et de compréhension. Au sommaire, ce vendredi, au Burkina Faso, le programme Faso Mebo bénéficie de 776 engins pour renforcer donc le désenclavement et améliorer les infrastructures routières. Puis, direction en Côte d'Ivoire où la dissolution de la commission électorale indépendante continue donc de susciter débat et interrogations dans la classe politique. Voilà donc pour les thèmes de ce soir et pour en débattre, je reçois donc sur ce plateau M. Ghislain Dabiré, juriste, coordinateur donc du secrétariat général de la CNAVC. Bonsoir M. Dabiré, bienvenue. Bonsoir madame, merci pour cette invitation. Merci surtout donc de l'avoir accepté. Nous ouvrons donc cette émission donc avec le renforcement du programme Faso Mebo. Les autorités burkinabées ont réceptionné 776 engins destinés donc aux travaux donc aux routiers et au désenclavement donc de plusieurs localités. Pour le gouvernement, cette acquisition vise à accélérer les chantiers, améliorer la mobilité des populations et soutenir donc le développement national. Alors Monsieur Dabiré, pourquoi l'acquisition de ces 776 engins est-elle considérée donc comme une stratégie pour le Burkina Faso? Merci beaucoup. Alors, il faut dire d'abord que acquérir aujourd'hui 776 engins pour renforcer les capacités de l'agence Faso Mebo traduit une politique, en tout cas forte et réelle, donc en matière donc de désenclavement bien sûr et des zones rurales, il faut le dire. Et pour nous, en cela, nous voyons que c'est la traduction d'une volonté politique réelle. Les grands objectifs qui sont visés à cet effet sont premièrement le renforcement donc de l'intégration même nationale. Et en parlant donc d'intégration nationale, il faut savoir qu'aujourd'hui, il faille nécessairement aller vers l'équilibre du développement au niveau des régions. Donc, il y a plusieurs années de cela, on a constaté ce déséquilibre-là qui crée forcément des frustrations au sein de la population. Effectivement, sur cette question, on a vu que ça a été réparti donc, dans certaines régions. Et quelle est votre appréciation concernant la répartition? Bien entendu, ça démontre une fois de plus que l'État est présent partout. Okay. L'État est présent partout et c'est ce qui est très important. Donc, chaque Burkinabé, où que tu sois aujourd'hui, tu dois forcément te sentir un Burkinabé. Donc, c'est pourquoi dans la politique du chef de l'État, il n'omet aucune partie du Burkina. Et il a bien et bel dit, tous les Burkinabés méritent le fruit, méritent le résultat de ce que produit les politiques au Burkina Faso. Et donc, je pense que c'est dans cette volonté qu'il a tenu nécessairement à prendre en compte les différentes régions. Et je pense que après la région du Djoro et des autres régions, viendra bien sûr le tour des autres. Et donc, c'est cet équilibre qu'il essaie d'établir, de sorte bien sûr à exprimer clairement la présence de l'État partout où se trouveraient les frontières du Burkina Faso. Alors, pourquoi le chef de l'État insiste tant sur les matériels? On voit que ça ne fait que venir, ça ne fait que être renforcé. Alors, quelle appréciation vous en faites? Mais il est clair et net qu'il faut qu'on soit autonome. Ok. Parce qu'en la matière, si vous n'êtes pas autonome, vous êtes toujours dans la sous-traitance. Vous êtes toujours en train d'aller voir avec les partenaires. Mais bien entendu, vous allez toujours souffrir de vos infrastructures. Donc, à partir du moment où le chef de l'État décide qu'à partir de maintenant, il faut qu'on essaie d'être autonome pour mieux maîtriser nos travaux publics, pour mieux, en tout cas, garantir nos politiques en matière donc, de développement et d'infrastructures. Mais donc, pourquoi mais bien entendu, il faut les acquérir, les entretenir et pouvoir les utiliser au moment que nous voudrons pour ne pas venir à courir derrière un opérateur quelconque, bien sûr, et qui viennent et qui retardent également les travaux. Donc, dans la célérité donc, des réalisations de nos travaux publics, le chef de l'État donne un coup de pouce qui met fin, bien sûr, à toutes ces courses envers des partenaires privés qui, forcément, nous engagent des devises très importantes. Voilà. Alors, en quoi le désenclavement est aussi important pour le Burkina Faso? Dans votre argumentaire, on vous écoute, on voit que vous insistez dessus. Mais le désenclavement est très important parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de développement économique sans qu'au moins le commerce ne connaisse une certaine fluidité.
Et pour que le commerce fonctionne correctement, il va falloir que les biens et les services puissent circuler. Et ça ne circule pas dans l'air, ça circule à travers, bien sûr, les infrastructures que vous allez réaliser, surtout routières. Donc, nécessairement, il faille que des routes soient tracées pour que de région en région, de marché en marché, il n'y ait pas de difficultés d'accès. Donc, en ce moment, nous voyons que cette politique de désenclavement joue un rôle très important en matière, bien sûr, économique. Alors, en matière sécuritaire, la question de désenclavement joue un rôle très important. Parce qu'aujourd'hui, notre armée a besoin de mener des opérations sur certains sols. Très difficile d'accès parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et donc, le chef de l'État sait pertinemment et a pris à bras le corps cette question de désenclavement routier pour permettre aussi aux forces de l'ordre de pouvoir intervenir à n'importe quel lieu quand besoin il y a. Deuxièmement, et troisièmement plutôt, pour pouvoir même avoir accès aux services sociaux de base. Nécessairement, il faut des infrastructures routières adaptables, praticables, pour permettre aux citoyens de pouvoir avoir accès aux services sociaux de base. Parce que vous allez beau réaliser, tant qu'il n'y a pas de voie d'accès, vous aurez investi à perte. Donc, c'est pourquoi il est très important de miser sur ce volet-là pour qu'au moins les Burkinabés puissent pouvoir aller et venir, quel que soit où ils sont, et de pouvoir réaliser leurs ambitions, en tout cas partout au Burkina Faso. Et c'est très important pour le développement d'un pays. Alors, vous avez parlé de la réalisation donc sur le plan sécuritaire et sur le plan économique que doivent espérer les Burkinabés. Oui, sur le plan économique, les Burkinabés doivent savoir que quand on renforce donc les capacités de Faso Mebo, mais nécessairement, ce qui est plus perceptible même, c'est le volet économique. Parce que de Bobo Dioulasso à Ouagadougou, imaginez-vous si la voie est impraticable. Aujourd'hui, là, nos producteurs dans les villages produisent assez, mais ils n'ont même pas de voie d'accès au marché, alors qu'ils ont besoin d'approvisionner ceux qui sont en ville, ils ont besoin de vendre leurs marchandises, mais il n'y a pas de voie d'accès. Donc, le chef de l'État qui est dans une politique claire de souveraineté, donc, pense nécessairement que désenclaver ces zones-là permet au Burkina Faso de respirer économiquement. Donc, moi, je pense que c'est une politique qui est réelle, axée bien sûr sur les besoins réels des populations. Et c'est à saluer. D'accord. Alors, dernière question donc pour terminer avec ce sujet. Quels changements concrets les populations pourraient-elles donc observer dans les prochains mois sur le terrain? D'abord, nous qui n'avons pas assez les moyens, nous aimons emprunter. Et il faut savoir que plus les voies sont praticables, plus le déplacement est facile, et plus les coûts de transport vont diminuer, et plus nous allons voir des emplois se créer. Parce que tant que vous êtes bien développé en matière routière, sachez que aussi le transport sera fluide et beaucoup de gens effectivement vont quitter ce seuil de pauvreté-là pour aller vers des emplois décents. Merci. C'est très important. Merci beaucoup. Voilà qui est bien dit. Restons donc à présent dans l'actualité sous-régionale avec cette réforme politique majeure annoncée donc en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé donc de dissoudre la commission électorale indépendante. Cette institution faisait donc objet de nombreuses critiques liées notamment donc à son impartialité et à la gestion des processus électoraux. Les autorités annoncent vouloir mettre en place un nouveau mécanisme afin donc de renforcer la crédibilité des élections et de restaurer la confiance des citoyens. Mais cette réforme suscite déjà des interrogations sur l'indépendance de la future structure électorale. Alors, Monsieur Dabiré, quelles sont les principales raisons avancées donc par le gouvernement ivoirien pour justifier la dissolution de cette structure? Merci beaucoup pour cette question qui est d'une actualité brûlante et d'intérêt politique aussi important parce que parler de la commission électorale indépendante sous-entend bien sûr ici parler bien sûr de la vie même de la nation en termes donc de transparence, en termes donc de légitimité, en termes de légalité. Parce que vous évoquez aujourd'hui une question qui est revenue tout le temps sur les plateaux et qui est analysée par tout le monde. Il faut dire que
la CI a été créée autour des années 2000. Et depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, c'est une CI qui, à tout moment, connaît des dissolutions et des réformes. Mais si on en arrive aujourd'hui à une nouvelle dissolution, cela suppose que l'institution en elle-même comporte de réels problèmes. Les Ivoiriens font face à une certaine manipulation électorale qu'ils critiquent abondamment. Nous avons l'exclusion des partis politiques importants. Nous avons la falsification de la liste électorale qui est toujours revenue dans les débats politiques ivoiriens. Alors que la commission doit être indépendante. Mais lorsque vous avez en son sein un nombre important de représentants du parti au pouvoir qui dominent les autres participants, mais je pense qu'une commission pareille, normalement, dans son fond, doit représenter l'égalité, l'équilibre. C'est ce qui doit fonder une telle institution. Malheureusement, ce qui a été avancé aujourd'hui, c'est ce qui a été dit hier. Mais le politique ivoirien joue un peu avec la mentalité de la population. Mais on réforme quelque chose au moment où la population en a besoin. Tout à fait, voilà cette question. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une chose qui n'a plus d'effet. Sauf si c'est pour préparer une autre fraude future. En tout cas, à mon humble avis. À mon humble avis, nous attendons de voir ce que l'État ivoirien et ses autorités vont nous proposer à travers cette dissolution. Sinon, l'institution, elle était vide d'essence. Parce que déjà, avant les élections, la majeure partie des partis politiques étaient déjà partis. Alors même que certaines associations de la société civile demandaient à ce qu'on puisse renforcer la crédibilité de cette commission en éjectant les membres des partis politiques, le pouvoir en place en a au contraire renforcé. Et donc, on a vu toute la manigance qui a existé pendant les élections, quand bien que les gens vont clamer démocratie, mais on a vu toute la manigance, toutes les manipulations, toutes les falsifications qui ont existé. Donc aujourd'hui, c'est une série qui est vide d'essence, vide de contenu, et nécessairement, il faut dissoudre. Maintenant, dissoudre à quelle fin? Puisqu'elle ne sert plus, nous attendons sa réforme pour voir exactement à quoi elle va servir. Alors, vous dites que ça ne sert plus, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi décider aujourd'hui de procéder à un changement? Est-ce que c'est une stratégie? Mais décider aujourd'hui de dissoudre, j'ai dit bien au début que c'est une manière de jouer avec la mentalité de la population ivoirienne. Parce que le peuple a demandé à ce qu'on puisse réformer quand même la CI. Ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils viennent dissoudre cette CI-là pour réformer. Pour dire à la population que ce que vous avez demandé, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais écoutez, c'est ce que j'ai dit, on pose les actions au moment où c'est important pour consolider la paix, au moment où ça renforce l'intérêt, en tout cas du peuple. Donc, créer une commission pareille, je vous dis que c'est le centre même des enjeux politiques. Et c'est ce qui, aujourd'hui, rétablit la dignité de toute une nation quand on est en matière électorale. Je ne peux pas comprendre qu'on refuse de dissoudre, on refuse de réformer cette institution. Et que c'est après les élections, au moment où aucun Ivoirien n'attend quelque chose de cette CI, qu'on vient nous dire qu'on dissout cette CI. De toutes les façons, toute dissolution suppose qu'en matière de réformes futures, on pourra peut-être voir une CI qui viendra apaiser un peu les tensions politiques en Côte d'Ivoire. On pourra peut-être envisager des réformes juridiques efficaces pour ne plus retomber dans ce tohu-bohu entre griffes, parce que quand vous engagez des processus à tout moment de dissolution, cela montre à quel point vos institutions sont aussi fragiles. Et ce n'est pas bien pour l'image du pays. Nous pensons que les États dits démocratiques, même s'ils ne le sont pas, tout le monde le sait, ne doivent pas jouer avec le peuple de cette façon. Parce que c'est par là qu'on juge la crédibilité des dirigeants. Et c'est très important.
Alors, Monsieur Dabiré, la création d'une nouvelle structure peut-elle réellement permettre d'apaiser le climat politique et garantir des élections plus transparentes pour vous? Non, mais puisque le premier rôle même de la CEI, c'est de garantir des élections transparentes. Voilà. Et donc, quand on demande des réformes, c'est nécessairement parce qu'on a fait le constat qu'il y a des amalgames, bien sûr, dans le fonctionnement. Alors, quand on fait ce constat et qu'on décide d'aller vers un nouveau modèle, mais bien entendu, ça sous-entend que, bien sûr, une CEI réformée, forcément, nous attendons des élections transparentes, nous attendons une situation beaucoup plus paisible en matière électorale, en période électorale en Côte d'Ivoire. Malheureusement, nous savons que cette réforme ne va accoucher que d'une souris, forcément. Parce que toute la manigance qui est entreprise à la tête, bien sûr, de la gouvernance en Côte d'Ivoire, tout le monde sait clairement qu'ils sont en train de préparer l'après Alassane Ouattara. Et il va falloir que les acteurs politiques ivoiriens se prennent à temps. Parce que nous sommes tous convaincus que le PPACI de Laurent Gbagbo n'a pas participé aux élections. Et nécessairement pour réformer la CEI, si elle sera composée d'acteurs, bien sûr, de société civile, il n'y a pas de problème. On peut supposer que ce sont des acteurs indépendants. Mais s'il faille encore partir avec toutes les composantes de la nation, qu'allons-nous faire des partis qui n'ont pas participé aux élections et qui n'ont pas de représentants, par exemple, à l'Assemblée nationale? Parce qu'on connaît la politique ivoirienne, ils diront toujours que ce sont des partis qui n'ont pas de représentants, donc qui ne pèsent pas. Alors qu'on sait très bien que la réalité du terrain est tout autre. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup, Monsieur Julien Dabiré, pour ces analyses et ces précisions. Je rappelle donc que vous êtes juriste, coordinateur du secrétariat général de la CNAVC. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, madame. Merci pour cette invitation. Ainsi se referme donc cette émission de Décryptage 360. Ce soir, nous avons analysé le renforcement du programme Faso-Merbo Burkina Faso et la dissolution donc de la CEI donc en Côte d'Ivoire. Merci donc de votre aimable attention. Rendez-vous donc pour une nouvelle émission de Décryptage 360. Agréable soirée à toutes et à tous. Bonsoir chez vous.